La nuit tombait sur Lyon avec une sérénité illusoire alors que mes amis et moi nous retrouvions à l'école pour une séance d'études. L'école, un vieux bâtiment à l'architecture gothique, paraissait encore plus intimidante dans la pénombre des lampes qui clignotaient sporadiquement. Moi, Luc, avec Manon, Élodie, Thierry et Julien, nous nous retrouvions à la bibliothèque pour étudier en groupe. C'était une façon pour nous de maintenir notre concentration et, en même temps, de renforcer notre amitié. Cette nuit-là, l'ambiance était étrangement chargée. Je ne sais pas si c'était le silence inhabituel ou le vent qui sifflait à travers les fenêtres, mais quelque chose n'allait pas. Julien, toujours le plus joueur du groupe, était plus calme que d'habitude, concentré sur ses notes de physique. Manon et Élodie discutaient d'un problème de mathématiques, tandis que Thierry feuilletait un livre d'histoire. Soudain, le son strident d'une alarme d'urgence envahit le silence, nous faisant sursauter d'effroi. L'alarme a résonné dans les couloirs vides, un bruit aigu et persistant qui a fait battre notre cœur. J'ai regardé mes amis, qui avaient tous des expressions de panique et de confusion. « Qu'est-ce que c'est » demanda Manon, la voix tremblante. « Ce doit être une fausse alerte, » dit Thierry, essayant de paraître calme, mais l'inquiétude était évidente sur son visage. Nous avons décidé de vérifier ce qui se passait. En sortant de la bibliothèque, nous avons remarqué que toutes les sorties étaient verrouillées. Les portes de secours, qui devraient normalement être accessibles, ont été inexplicablement bloquées. Nous avons essayé nos téléphones portables, mais aucun n'avait de signal. Le sentiment d'isolement était écrasant. Cela n'a aucun sens, marmonnai-je en essayant de rester calme. Nous devons nous réunir et réfléchir à un moyen de sortir d'ici. Je lui ai proposé de retourner à la bibliothèque, où nous pourrions nous organiser et essayer de comprendre ce qui se passait. Ils ont accepté à contre-ségur et nous sommes retournés à notre point de rendez-vous, la tension augmentant à chaque pas. La bibliothèque, avec ses hautes étagères et ses murs lambrissés sombres, semblait plus en sécurité que les couloirs désolés. Nous nous sommes assis autour d'une grande table, essayant de calmer nos nerfs. « Et si c'était une attaque » demanda Julien d'une voix presque murmurante. « Et si quelqu'un est à l'intérieur de l'école ?» « Ne paniquez pas » a déclaré Élodie en essayant de paraître rationnelle. « Nous devons réfléchir à un moyen de sortir d'ici. Peut-être qu'il y a un passe-partout ou quelque chose du genre. » Pendant que nous discutions, mon attention a été attirée par une étagère dans un coin de la pièce. Quelque chose semblait déplacé. En m'approchant, j'ai remarqué que certains livres étaient empilés de manière inégale, comme s'ils avaient été déplacés récemment. D'un geste prudent, j'ai commencé à retirer les livres, révélant quelque chose d'inattendu, un vieux journal poussiéreux caché derrière l'étagère. « Qu'est-ce que c'est » demanda Manon en s'approchant avec curiosité. « Cela ressemble à un journal intime, » répondis-je en enlevant la poussière de la couverture. « Mais c'est très vieux. » J'ouvris le journal avec précaution, les pages jaunies et fragiles révélant une écriture élégante mais troublée. Ce que j'ai lu m'a glacé le sang. Rapport d'événements étranges et inquiétants survenus à l'école dans le passé. Mention de disparitions, de phénomènes inexpliqués et d'un sentiment de désespoir croissant. C'est incroyable, murmura Thierry en lisant par-dessus mon épaule. Il semble que cette école est une sombre histoire. Il faudrait qu'on lise cela plus attentivement, dit Élodie en prenant doucement le journal. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui peut nous aider. Alors que nous feuilletions le journal, l'alarme continuait de retentir, une bande sonore inquiétante pour nos peurs grandissantes. À chaque page, le sentiment d'être piégé dans quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvions comprendre s'intensifiait. Le journal faisait état d'un vieux massacre survenu à l'école il y a plusieurs décennies, lors d'un confinement similaire à celui que nous connaissions. Les descriptions étaient graphiques et troublantes, dressant un tableau de terreur et de chaos. Cela ne peut pas être une coïncidence, marmonnai-je, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Il se passe quelque chose ici, quelque chose qui échappe à notre contrôle. Nous devons rester calmes et trouver un moyen de sortir d'ici, a déclaré Manon, essayant de garder son sang-froid. Peut-être qu'il y a des indices dans le journal qui pourraient nous aider. Alors que nous discutions de nos options, le son de l'alarme a commencé à s'atténuer, remplacé par un silence encore plus oppressant. Le sentiment d'être observé était presque palpable, comme si quelque chose ou quelqu'un nous observait depuis l'ombre. « Il faut explorer l'école », suggéra Thierry. « Vérifier les lieux mentionnés dans l'agenda. Peut-être que nous trouverons quelque chose qui pourra nous aider à sortir d'ici. » Nous avons convenu de nous diviser en paires pour parcourir plus de terrain.
Thierry et Julien allaient en salle de sciences, tandis que moi, Manon et Élodie restions à la bibliothèque, essayant de trouver d'autres indices dans le journal. La tension était palpable alors que nous nous séparions, chacun de nous essayant de garder son courage face à l'inconnu. Pendant que Thierry et Julien se dirigeaient vers la salle de sciences, je continuais à feuilleter le journal en essayant d'en absorber chaque détail. Les histoires de disparitions et d'événements inexpliqués étaient troublantes, mais elles suggéraient aussi qu'il existait une issue, un moyen d'échapper au cauchemar dans lequel nous nous trouvions. « C'est effrayant », dit Manon en regardant par-dessus mon épaule. « Comment est-il possible qu'une chose pareille ait été oubliée ? » « Peut-être parce que personne ne voulait s'en souvenir, » répondit Élodie, la voix remplie d'une tristesse inexplicable. « C'est peut-être plus facile de faire comme si ces choses ne se sont jamais produites. » Alors que nous nous disputions, un bruit étrange est venu du couloir, un bruit sourd et traînant qui a fait battre notre cœur plus vite. J'ai jeté un coup d'œil vers la porte, m'attendant à voir revenir Thierry et Julien, mais le couloir était vide. « Ce n'est pas bon, » marmonnai-je en fermant le journal d'un claquement. « Il faut retrouver les autres et sortir d'ici, vite. » Nous avons quitté la bibliothèque, des pas résonnant dans les couloirs vides. L'école, qui semblait autrefois être un lieu sûr et familier, était désormais un labyrinthe d'ombre et de peur. Chaque couloir semblait plus sombre, chaque coin plus menaçant. Nous retrouvons Thierry et Julien dans la salle scientifique, tous deux soulagés en nous voyant. « On a trouvé quelque chose, » dit Thierry en brandissant une clé rouillée. Il était caché dans un tiroir. C'est peut-être pour l'une des sorties. Avant que nous puissions discuter davantage, un bruit effrayant résonna dans le couloir, comme si quelque chose ou quelqu'un approchait. La panique nous a envahis et nous nous sommes cachés derrière un comptoir pour essayer de contrôler notre respiration. Le bruit de pas lourds et lents approchait, augmentant notre tension. J'ai regardé mes amis, qui avaient tous des expressions de peur et d'incertitude. Peu importe ce qui nous poursuivait, nous ne pouvions pas y faire face de front. Nous devions être intelligents, trouver un moyen de nous échapper sans être vus. Lorsque le bruit des pas s'est enfin estompé, nous avons quitté nos cachettes, l'adrénaline coulant toujours dans nos veines. « Il faut retourner à la bibliothèque, » dit Julien d'une voix tremblante. « Peut-être qu'il y a plus dans le journal qui pourrait nous aider. » Nous avons accepté et nous sommes précipités vers la bibliothèque, le sentiment d'urgence grandissant de seconde en seconde. Peu importe ce qui nous poursuivait, ils n'abandonneraient pas si facilement. Il fallait trouver un moyen de sortir de là, et vite. Dans la relative sécurité de la bibliothèque, nous avons repris notre lecture du journal, chacun de nous essayant de trouver un indice, une piste pour nous échapper. Les histoires de terreur et de désespoir se sont poursuivies, dressant un sombre tableau de l'histoire de l'école. « Cela ne peut pas être réel », a déclaré Manon, la voix pleine d'incrédulité. « Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver sans que personne ne le sache ? » « Peut-être parce que personne n'a survécu pour le dire, » répondit Élodie d'une voix sombre. « Peut-être serons-nous les premiers à découvrir la vérité. » En feuilletant les pages jaunies, un sentiment de détermination a commencé à nous envahir. Nous ne serions pas victimes d'une histoire oubliée. Nous trouverions un moyen de nous échapper, de découvrir la vérité et de survivre pour raconter notre histoire. L'alarme d'urgence, bien que silencieuse, semblait résonner dans nos esprits, nous rappelant constamment un danger imminent. Chaque page du journal révélait plus de secrets, plus d'horreurs, mais aussi des suggestions selon lesquelles il existait une issue, un moyen de briser le cycle de la terreur. « Nous devons découvrir ce qui est arrivé à ces étudiants, » a déclaré Thierry, son cabinet de voix. « Il y a peut-être un indice quelque part que nous n'avons pas encore vérifié. » « Et s'il y a d'autres clés cachées ?» a suggéré Julien. « Nous devons vérifier chaque coin, chaque pièce. Nous ne pouvons négliger aucune pierre. » Nous avons convenu de poursuivre nos recherches, déterminés à trouver une issue à ce cauchemar. L'école, avec ses couloirs sombres et ses salles de classe vides, était désormais un champ de bataille. Je me souviens bien du moment où tout a changé cette nuit-là. Nous étions tous dans la bibliothèque, entourés de livres poussiéreux et d'une atmosphère chargée de mystère. Luc venait de découvrir un vieux journal derrière une étagère, et moi, Thierry, j'ai été choisi pour lire les passages qui nous intriguaient. « Écoutez ça », ai-je annoncé en me raclant la gorge pour donner à la lecture un ton solennel. D'après ce journal, il y a plusieurs décennies, il y a eu un massacre dans cette école lors d'un confinement similaire à celui que nous vivons actuellement. Le silence remplit la pièce tandis que tout le monde réalisait la gravité de ce que je venais de lire.
Manon, toujours la plus pratique du groupe, nous a proposé de chercher des indices dans les lieux mentionnés dans le journal. Elle était convaincue que la clé de l'évasion y était cachée, attendant d'être découverte. Commençons par la salle des sciences, proposa-t-elle. Le journal mentionne d'étranges symboles sur les murs. Peut-être que nous pourrons trouver quelque chose d'utile. Nous avons accepté la suggestion de Manon et, le journal en main, nous nous sommes dirigés vers la salle des sciences. Le couloir était sombre et silencieux, à l'exception de l'écho de nos pas nerveux. Le sentiment d'être surveillé était presque palpable, mais nous avons continué, déterminés à trouver une issue. Lorsque nous sommes arrivés à la salle des sciences, la porte a grincé en s'ouvrant, révélant un environnement qui ressemblait à un film d'horreur. Les murs étaient couverts de symboles étranges qui ont immédiatement attiré notre attention. Manon, une lampe de poche à la main, commença à examiner les symboles de plus près. Ces symboles ont l'air anciens. Peut-être qu'ils ont une signification cachée, marmonna-t-elle, mais suffisamment pour que nous puissions tous l'entendre. Pendant que Manon était absorbée par son analyse, j'ai décidé de fouiller dans les tiroirs pour voir si je pouvais trouver quelque chose d'utile. C'est alors que mes doigts touchèrent quelque chose de froid et de métallique. En tirant le tiroir plus fort, j'ai trouvé une clé petite mais solide. J'ai trouvé une clé, ai-je annoncé en la montrant à tout le monde. Avant que nous puissions célébrer la découverte, un bruit effrayant résonna dans le couloir. C'était un son grave et guttural, comme si quelque chose ou quelqu'un approchait. Tout le monde se figea un instant, la peur inscrite sur nos visages. « Vite, cache-toi » murmura Élodie en désignant un grand placard dans un coin de la pièce. Sans hésitation, nous avons jeté un coup d'œil dans le placard, essayant de contrôler notre respiration et les battements rapides de notre cœur. Le bruit est devenu plus fort et, à travers les fissures du placard, nous avons pu voir une ombre se déplacer dans le couloir. J'ai retenu mon souffle, priant pour que cela passe sans nous remarquer. Après ce qui semblait être des heures, le son s'est finalement estompé et la pièce est revenue au silence. « Sortons d'ici » dit Julien d'une voix tremblante mais ferme. « Nous ne sommes pas en sécurité ici. Nous avons convenu de retourner à la bibliothèque, où nous avions au moins un peu de réconfort et de familiarité. » Le retour a été tendu, chacun de nous regardant constamment par-dessus ses épaules, s'attendant à tout moment à ce que quelque chose émerge de l'ombre. Lorsque nous sommes finalement arrivés à la bibliothèque, nous nous sommes réunis autour d'une table pour discuter de notre prochain déménagement. J'ai placé la clé au centre de la table et tout le monde l'a regardée. « Qu'est-ce que cette clé peut ouvrir » demanda Luc, la voix pleine d'inquiétude. « Je ne sais pas » répondis-je. « Mais c'est notre seule piste pour l'instant. » Alors que nous réfléchissions à notre prochain déménagement, Élodie s'est soudain souvenue d'une histoire que ses grands-parents racontaient. « Je me suis souvenu de quelque chose, dit-elle, sa voix basse et chargée d'émotion. Mes grands-parents racontaient l'histoire de l'esprit vengeur d'une élève nommée Margot, décédée tragiquement ici à l'école. La révélation d'Élodie a apporté un nouvel éclairage sur les événements auxquels nous étions confrontés. Serait-il possible que l'esprit de Margot soit impliqué d'une manière ou d'une autre dans ce qui nous arrivait ? La tension dans la pièce était presque palpable alors que nous réfléchissions à cette possibilité. Julien, toujours sceptique du groupe, secoua la tête. Des esprits vengeurs ? C'est le propre des histoires d'horreur. Nous devons nous concentrer sur ce qui est réel et tangible. Manon semblait cependant envisager cette possibilité plus sérieusement. S'il y a une part de vérité dans les histoires d'Élodie, alors peut-être que le journal et ses symboles ont une sorte de lien avec l'esprit de Margot. Avant que nous puissions approfondir la discussion, une forte détonation est venue du couloir, nous faisant tous sursauter de peur. Nous nous sommes regardés, la peur évidente dans nos yeux, mais nous savions que nous ne pourrions pas rester éternellement dans la bibliothèque. Il faut continuer à enquêter, a déclaré Manon, essayant de rester calme. Le journal mentionnait d'autres endroits dans l'école. Peut-être que nous trouverons plus d'indices. Nous avons décidé que le prochain endroit à enquêter serait la salle de musique, un autre des lieux mentionnés dans le journal. Nous avons marché dans le couloir, les nerfs à vif, chaque son amplifié par la tension du moment. La salle de musique était silencieuse et remplie d'instruments poussiéreux. Julien, toujours sceptique, se lance dans des recherches sur les lieux, et c'est lui qui trouve une vieille cassette, cachée derrière un piano. « Regardez ça » dit-il en tenant la cassette avec une expression curieuse. « Il a l'air assez vieux. Peut-être qu'il a quelque chose d'intéressant. » Nous avons trouvé un vieux lecteur de cassette dans la pièce et, après quelques minutes d'essais et d'erreurs, nous avons réussi à faire fonctionner la cassette.
Le son provenant des haut-parleurs était déformé et plein d'électricité statique, mais nous pouvions entendre la voix d'une jeune fille. « Je m'appelle Margot », dit la voix douce et mélancolique. « Si vous entendez cela, cela signifie que la malédiction est toujours active. » La bande continue, révélant de sombres secrets et un lien inattendu entre les événements passés et ceux que nous vivons. La voix de Margot parlait de douleur, de trahison et de vengeance, et tandis que nous l'écoutions, un sentiment de désespoir a commencé à s'installer dans nos cœurs. « C'est inquiétant », murmura Élodie, la voix tremblante. « Mais c'est aussi un indice », dit Luc en essayant de garder son sang-froid. Margot a parlé d'une pièce secrète au sous-sol. C'est peut-être là que nous trouverons les réponses. Nous avons décidé d'explorer le sous-sol, malgré la peur palpable qui nous enveloppait. Alors que nous parcourions les couloirs sombres, le sentiment d'être observé ne nous quittait jamais. Chaque ombre semblait bouger et chaque son semblait présager quelque chose de terrible. Lorsque nous atteignions le sous-sol, l'atmosphère est encore plus oppressante. L'air était humide et lourd, et l'obscurité semblait avaler la lumière de nos lampes de poche. Cependant, nous avons continué à avancer, guidés par les paroles de Margot et l'espoir de trouver une issue. Finalement, nous avons trouvé une porte cachée derrière un tas de vieilles caisses. La clé que j'avais trouvée dans la salle des sciences s'insérait parfaitement dans la serrure, et d'un clic, la porte s'ouvrit, révélant une pièce qui semblait avoir été oubliée par le temps. La pièce secrète était petite et étouffante, avec des murs couverts d'étranges symboles et un autel au centre. Sur l'autel se trouvaient les effets personnels des victimes disparues, notamment des photos et des journaux intimes. La vue de ces objets a confirmé nos soupçons sur la poursuite des événements macabres. « C'est horrible », dit Manon, la voix chargée d'émotion. « Ces gens, tous, que s'est-il passé ici ?» Thierry, toujours le plus rationnel du groupe, commença à examiner la pièce de plus près. C'est lui qui a trouvé une carte cachée dans l'un des tiroirs de l'hôtel. La carte semblait indiquer une sortie secrète, mais le chemin était bloqué par des pièges mortels. « Il faut trouver un moyen de désamorcer ces pièges, » dit Thierry, le visage sérieux. « C'est notre seule chance de nous échapper. » Alors que nous discutions de la manière de procéder, Manon a commencé à se comporter étrangement. Elle murmurait dans des langues qu'aucun de nous ne pouvait comprendre et son comportement devenait de plus en plus erratique. C'est Élodie qui a réalisé la première ce qui se passait. « Elle est possédée, » dit Élodie, la voix pleine de peur. L'esprit de Margot, elle est à l'intérieur de Manon. La révélation nous a fait paniquer, mais nous savions que nous ne pouvions pas laisser Manon derrière nous. Nous devions trouver un moyen de la sauver et d'échapper à ce cauchemar. « Il doit y avoir quelque chose dans le journal, » dit Luc en feuilletant rapidement les pages. Une manière d'exorciser l'esprit de Margot. Alors que Luc cherchait désespérément une solution, le temps semblait compter. Les murs de l'école semblaient se refermer autour de nous et le désespoir grandissait à chaque seconde qui passait. Finalement, Luc trouva un passage décrivant un rituel d'exorcisme. C'était notre dernier espoir et nous savions que nous devions essayer. Nous avons rassemblé les objets nécessaires et préparé la confrontation finale avec l'esprit. Lorsque nous sommes retournés à la bibliothèque, notre cœur battait encore la chamade. La clé que nous avions trouvée dans la salle scientifique semblait désormais être un espoir fragile au milieu du chaos. Cependant, en entrant dans la bibliothèque, ce que nous avons vu nous a glacé le sang dans les veines. Sur le mur, en grosses lettres tremblantes, il y avait le message « Vous ne sortirez pas d'ici vivant ». La peinture écarlate semblait fraîche, coulant lentement et formant de petites flaques d'eau sur le sol. « Mon Dieu !» murmura Manon en mettant sa main sur sa bouche. Ses yeux étaient écarquillés, fixés sur le message macabre. « C'est impossible. Comment quelqu'un est-il entré ici sans que nous nous en rendions compte ?» questionna Thierry, essayant de paraître rationnel, mais sa voix vacilla. Élodie, toujours la plus réservée du groupe, paraissait encore plus pâle que d'habitude. Elle s'approcha lentement du mur, comme hypnotisée par le message. « Mes grands-parents m'ont raconté des histoires à propos de cette école, » commença-t-elle d'une voix basse et tremblante. Ils ont parlé de Margot, une étudiante décédée tragiquement ici. Ils ont dit que son esprit vengeur hante cet endroit. C'est juste de la superstition, dit Julien avec un ton de scepticisme qui ne parvenait pas à cacher complètement la peur dans ses yeux. Nous ne pouvons pas nous laisser emporter par ces histoires. Nous devons trouver une issue. Ce n'est pas de la superstition, Julien. Mes grands-parents étaient sérieux. Margot était une fille terriblement harcelée, et un jour particulièrement cruel, elle a été enfermée dans la salle de musique.
Quand ils l'ont finalement retrouvé, il était trop tard. Depuis, des événements étranges ont commencé à se produire à l'école. Pendant qu'Élodie parlait, je regardais Julien. Il semblait partager entre l'incrédulité et le besoin de faire quelque chose. Finalement, il a pris une décision. Je vais enquêter sur la salle de musique. Peut-être que je trouverai quelque chose qui nous aidera. Avant que nous puissions discuter, il quittait déjà la bibliothèque. Julien, attends. J'ai essayé de l'appeler, mais il a simplement agité la main pour signaler sa décision. Nous nous tournons ensuite vers Élodie, qui cherche plus d'informations. Savez-vous autre chose sur cette histoire, Élodie ? Ai-je demandé en essayant de rester calme. Elle hocha lentement la tête. Margot était une étudiante brillante mais très solitaire. Après sa mort, plusieurs étudiants ont rapporté l'avoir vue dans les couloirs, surtout la nuit. On dit qu'elle cherche à se venger de quiconque ose envahir son espace. C'est fou, marmonna Thierry, même si son visage trahissait sa nervosité. Pendant que nous discutions, Julien revint, tenant quelque chose à la main. J'ai trouvé ça dans la salle de musique, dit-il en montrant une vieille cassette. Je pense que cela pourrait contenir un indice. Écoutons, suggéra Manon, toujours pragmatique. Nous avons utilisé un vieux lecteur de cassettes trouvé dans la bibliothèque et lorsque Julien a appuyé sur Play, un bruit de parasite a rempli la pièce, suivi d'une voix féminine douce et inquiétante. Je m'appelle Margot, commença la voix. Il y avait une tristesse palpable dans chaque mot. Si vous entendez cela, cela signifie que la malédiction est toujours vivante. Ma mort n'est pas un accident. J'ai été poussé à bout par ceux qui étaient censés être mes amis. Maintenant, je suis coincé ici, et seul le sang d'un descendant peut m'aider gratuitement. Attention, car l'école garde plus de secrets que vous ne l'imaginez. Le silence qui suivit fut écrasant. Un descendant ? Ai-je demandé, l'esprit tournoyant avec les implications. Qui cela peut-il bien être ? Demanda Manon en regardant chacun de nous à la recherche de réponses. Ça n'a plus d'importance maintenant, a déclaré Julien, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Nous devons nous concentrer sur la recherche d'une issue. Mais si l'un de nous était le descendant ? Élodie a insisté. Cela signifie que la malédiction peut être brisée. Ce n'est qu'une hypothèse, rétorque Thierry. Nous ne pouvons pas nous fier à des hypothèses. Quoi qu'il en soit, nous devons continuer à explorer, dis-je, essayant d'arbitrer la situation. La clé que nous avons trouvée pourrait être utile. Utilisons-la. Clé en main, nous nous dirigeons vers la porte verrouillée au bout du couloir. Mes mains étaient moites et mon cœur battait à tout rompre. À chaque pas, la peur de rencontrer quelque chose de terrible augmentait. En ouvrant la porte, nous nous sommes retrouvés dans une pièce sombre, pleine d'objets anciens et poussiéreux. Cela ressemblait à un entrepôt de souvenirs oubliés. Nous avons fouillé les lieux à la recherche d'indices, mais ce que nous avons trouvé était quelque chose d'encore plus troublant, un hôtel. Sur l'hôtel se trouvaient des photos d'étudiants disparus, des journaux intimes et des objets personnels. Cela confirme nos soupçons, dit Manon, la voix étranglée. Ces événements sont liés au passé. Il nous faut un plan, a déclaré Thierry, essayant de rester calme. Nous ne pouvons pas rester ici. Regarde ça, dit Élodie en brandissant une vieille carte. Cela semble indiquer une sortie secrète au sous-sol. Allez, dit Julien en prenant la carte. Mais nous devons être prudents. Nous sommes descendus au sous-sol, où l'air était lourd et humide. L'obscurité semblait nous envelopper et chaque bruit résonnait de manière effrayante. Nous avons trouvé l'entrée de la pièce secrète, mais le chemin était bloqué par des pièges mortels. C'est fou, marmonna Thierry. Qui a fait cette ? Pendant que nous essayions de désamorcer les pièges, Manon a commencé à agir bizarrement. Ses yeux étaient vitreux et elle commença à marmonner des mots incompréhensibles. Manon, ça va ? Ai-je demandé, inquiet. Elle m'a regardé, mais ses yeux semblaient vides. Margot est là, dit-elle d'une voix qui n'était pas la sienne. Elle veut se venger, mais elle veut aussi être libre. C'est un signe de possession, dit Élodie en reculant. Nous devons faire quelque chose. Mais quoi ? Ai-je demandé, désespéré. Il faut tenter un exorcisme, suggère Thierry. Le journal mentionne un rituel. Mais si ça ne marche pas, demanda Julien. Nous n'avons pas le choix, dis-je en prenant le journal et en commençant à lire les instructions rituelles. Pendant que nous accomplissions le rituel,
l'école semblait s'effondrer autour de nous. Les murs tremblaient et un vent glacial soufflait partout. Manon a crié, luttant contre la possession, pendant que nous essayions de rester concentrés. Margot, écoute-nous, commençai-je en suivant les paroles du journal. Nous comprenons votre douleur et voulons vous aider à trouver la paix. Soudain, une figure spectrale est apparue devant nous. C'était Margot, les yeux pleins de tristesse et de colère. « Lequel d'entre vous est mon descendant ?» demanda-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce. À ce moment-là, tout prenait un sens. Les histoires, le journal, la cassette. J'étais l'arrière-petit-fils de Margot. « C'est moi, dit-il en faisant un pas en avant. Je suis ton arrière-petit-fils. » Margot me regarda avec une expression de surprise et de soulagement. « Vous avez le pouvoir de me libérer, dit-elle. Mais cela doit être un sacrifice volontaire. » Les yeux de mes amis se sont agrandis. « Non, Luc, tu ne peux pas, dit Manon, désormais remise de la possession. C'est le seul moyen, dis-je, les larmes aux yeux. Si je peux lever cette malédiction, alors je le dois. » Je me suis approché de Margot, ressentant la tristesse et la douleur qu'elle portait. « Je suis prêt, dit-il d'une voix ferme. Faites tout ce qui est nécessaire. » Margot a tendu la main et j'ai senti un sentiment de paix m'envahir. « Merci, dit-elle avec un sourire triste. Vous avez libéré non seulement moi, mais aussi tous les autres prisonniers ici. » Soudain, la silhouette de Margot commença à disparaître et l'école cessa de trembler. Les sorties s'ouvrirent et la lumière de l'aube commença à entrer par les fenêtres. « Nous sommes libres, dit Thierry, la voix pleine de soulagement. Nous avons quitté l'école, toujours abasourdis par ce qui s'était passé. Il faut raconter cette histoire, a déclaré Julien. Nous devons avertir les générations futures afin que cela ne se reproduise plus jamais. Oui, ai-je accepté, sentant un poids s'envoler de mes épaules. Margot a enfin trouvé la paix et il est de notre devoir de faire en sorte que son histoire reste gravée dans les mémoires. En sortant de l'école, je savais que nous ne serions plus jamais les mêmes. Nous avons affronté nos pires peurs et avons survécu. Et désormais, il était de notre responsabilité de garder vivante la mémoire de Margot et de protéger les futurs élèves de cette école. J'étais dans la salle de musique, seul, tenant la cassette que Julien avait trouvée. La tension dans l'air était palpable, comme si quelque chose d'invisible nous observait, attendant un faux mouvement. Julien, toujours sceptique, minutieux mais sceptique, inséra la cassette dans le vieux magnétophone qu'il trouva dans un coin poussiéreux de la pièce. Lorsqu'il appuya sur le bouton « Play », un bruit de parasite remplit la pièce, suivi d'une voix douce mais triste qui résonnait sur les murs. « Je m'appelle Margot », commença la voix, presque un murmure. « Si vous entendez cela, c'est que vous êtes pris au piège qui m'a condamné. » La voix de Margot était envoûtante, emplie d'une douleur qui traversait le temps. Elle a raconté comment elle avait été trahie par ceux en qui elle avait confiance, des étudiants et des enseignants qui se sont retournés contre elle pour des raisons que la bande n'a pas immédiatement révélées. La bande décrivait une série d'événements qui semblaient répéter nos propres pas, comme si nous suivions un scénario prédestiné. « Il faut écouter ça avec attention », a déclaré Julien, la voix légèrement tremblante, une rare démonstration d'émotion pour lui. Il y a peut-être quelque chose ici qui nous aide à comprendre à quoi nous sommes confrontés. Luc et Manon, qui étaient à côté de moi, regardaient la bande tourner avec des regards intenses et concentrés. Luc, toujours le plus analytique du groupe, semblait cataloguer chaque mot, tandis que Manon, très sensible au surnaturel, fermait les yeux comme pour sentir la présence de Margot. « Vous n'êtes pas seul », poursuit la voix sur la bande. « La malédiction qui m'a piégé ici continue de faire de nouvelles victimes. Des étudiants ont disparu, tout comme moi, et leurs âmes sont piégées, incapables de trouver la paix. Un sentiment de panique a commencé à s'installer dans nos cœurs. Je pouvais voir dans chacun de nos yeux la prise de conscience croissante que nous avions affaire à quelque chose de bien plus grand que ce que nous avions imaginé. Nous devons enquêter sur les récentes disparitions, a suggéré Luc. Si les récits du journal et les propos de Margot concordent, cela signifie que la malédiction est toujours active. Nous avons convenu que la meilleure stratégie était d'aller au sous-sol, où le journal mentionnait une pièce secrète. Peut-être y trouverions-nous des réponses ou, du moins, quelque chose qui nous aiderait à sortir de cette terrible situation. Le chemin menant au sous-sol était rempli de silence tendu et de regards furtifs à travers les couloirs sombres. Chaque craquement de plancher ou chaque bruit lointain semblait amplifier notre peur.
Lorsque nous avons atteint l'entrée du sous-sol, la solide porte en bois grinçait de façon menaçante lorsque nous la poussâmes. L'air était froid, chargé d'humidité et d'une odeur de moisi qui imprégnait nos sens. Nous avons descendu les marches de pierre, chaque marche résonnant étrangement dans le silence oppressant. « Est-ce que quelqu'un d'autre a l'impression que nous sommes surveillés ?» demanda Manon, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Oui, répondis-je en essayant de rester calme. Mais nous ne pouvons pas laisser la peur nous paralyser. Au fond du sous-sol, nous avons trouvé une porte en fer verrouillée. La clé que nous avons trouvée dans la salle des sciences s'insère parfaitement dans la serrure. Avec un clic métallique, la porte s'ouvrit, révélant une petite pièce éclairée uniquement par la faible lumière d'une seule lampe suspendue au plafond. À l'intérieur de la pièce secrète, l'air était encore plus lourd, comme si nous envahissions un espace qui ne nous appartenait pas. Au centre, il y avait un hôtel rudimentaire couvert d'objets personnels, photos, journaux intimes et petits objets qui semblaient appartenir aux étudiants disparus. Ce fut un spectacle déchirant et confirma nos pires soupçons. « C'est horrible », marmonna Élodie d'une voix tremblante. « Ce sont les étudiants qui ont disparu. Leurs âmes sont piégées ici. » Pendant que nous examinions les objets, Thierry a trouvé une vieille carte cachée sous une pile de papier. Il le déplia soigneusement, révélant un dédale de couloirs et de pièces souterraines. « Regardez ça », dit-il en désignant une ligne qui semblait indiquer une sortie secrète. Cela pourrait être notre chance de nous échapper. Mais comme si nos mouvements avaient réveillé quelque chose, une silhouette sombre apparut à l'entrée de la pièce. C'était une présence éthérée, aux yeux vides qui semblait pénétrer nos âmes. C'était l'esprit de Margot, et elle ne semblait pas amicale. « Tu ne devrais pas être ici », dit la voix de Margot, qui résonne désormais en direct plutôt que sur bande. La peur nous paralysa un instant, mais Luc, avec une détermination que je ne soupçonnais pas qu'il possédait, s'avança. « Margot, nous savons ce qui t'est arrivé. Nous sommes là pour t'aider, » dit-il d'une voix ferme mais pleine de compassion. La silhouette de Margot se rapprochait, les yeux fixés sur Luc. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait l'attaquer, mais au lieu de cela, son expression s'est légèrement adoucie. « Tu ne comprends pas, » dit-elle, la tristesse dans sa voix presque palpable. « Je suis coincé ici, et la malédiction ne sera pas brisée tant que la vérité ne sera pas révélée et que justice ne sera pas rendue. Alors aide-nous à comprendre, » dit Manon en se plaçant à côté de Luc. « Nous voulons mettre fin à cette malédiction autant que vous. » Margot hésita, sa forme spectrale tremblant comme si elle combattait une force invisible. Finalement, elle parla, sa voix pleine de résignation. « Il y a autre chose que vous devez voir. Quelque chose qui a été caché pour protéger les coupables. » Sur ce, elle se retourna et commença à flotter dans le couloir, nous guidant à travers un labyrinthe de tunnels et de passages secrets qui n'étaient pas sur la carte. L'atmosphère devenait encore plus oppressante et chaque ombre semblait se déplacer avec une intention malveillante. Finalement, nous sommes arrivés dans une pièce qui semblait être une ancienne archive. Les murs étaient tapissés d'étagères remplies de documents poussiéreux et de classeurs. Margot désigna une boîte spécifique, sa main spectrale tremblant légèrement. À l'intérieur se trouvent les documents qui révèlent la vérité sur ce qui m'est arrivé ainsi que sur les étudiants qui ont disparu, a-t-elle déclaré, sa voix étant désormais un murmure à peine audible. Thierry ouvrit soigneusement la boîte, révélant une collection de documents anciens et de photos décolorées. Au fur et à mesure que nous feuilletions les journaux, l'histoire commença à se dérouler sous nos yeux. Margot avait été victime d'une horrible conspiration, un complot tissé par des gens censés la protéger. Les mêmes schémas se sont répétés avec les étudiants disparus, chacun d'eux réduit au silence pour dissimuler de sombres secrets. « C'est monstrueux, » dit Élodie, les larmes coulant sur son visage. « Ils ont été réduits au silence pour quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Nous devons dénoncer cela, » a déclaré Luc, la voix pleine de détermination. « C'est la seule façon d'honorer ces victimes et de briser la malédiction. » Alors que nous discutions de nos prochaines étapes, la silhouette de Margot a commencé à disparaître lentement. « Vous avez le pouvoir d'y mettre fin. Ne laissez pas ma mort et celle des autres être vaines, » a-t-elle déclaré avant de disparaître complètement. Avec les preuves en main, nous savions que notre tâche était désormais de révéler la vérité. Mais le chemin vers la sortie ne serait pas facile. L'école semblait vivante, chaque couloir et chaque pièce devenant un défi à relever. Nous savions que nous étions surveillés par des forces qui ne voulaient pas que nous nous enfuyions. Nous avons décidé de retourner dans la salle de musique, où nous avons recommencé à écouter la cassette, à la recherche d'autres indices. Alors que le son résonnait sur les murs,
nous avons commencé à nous rendre compte qu'il y avait des messages cachés dans les enregistrements, des instructions sur la manière de naviguer dans les tunnels souterrains et d'éviter les pièges mortels évoqués plus tôt par Thierry. C'est un casse-tête, a déclaré Manon, les yeux brillants d'un mélange de peur et de détermination. Nous devons déchiffrer cela pour trouver le chemin de la liberté. Nous n'avons pas le choix, a déclaré Julien, désormais totalement convaincu de la gravité de la situation. Chaque minute que nous passons ici augmente le risque d'être la prochaine victime. Nous avons uni nos forces et, à l'aide des instructions codées sur la bande et des cartes que nous avons trouvées, nous avons commencé à tracer notre chemin. La tension était presque insupportable, mais nous savions que nous ne pouvions pas échouer. Nos vies et celles de ceux qui nous ont précédés en dépendaient. Alors que nous nous préparions à aborder la dernière étape de notre voyage, la silhouette sombre de Margot est réapparue, cette fois avec une expression d'espoir dans ses yeux spectraux. « Tu es proche », dit-elle, sa voix étant désormais un murmure encourageant. « Allez-y, libérez-moi et libérez-vous. » Avec ces mots résonnant dans nos esprits, nous avançons, prêts à affronter tout pour lever la malédiction et restaurer la paix aux âmes piégées dans l'école. Nous nous retrouvons dans la pièce secrète, l'air chargé de la présence de quelque chose de surnaturel. L'autel au centre de la pièce dégageait une énergie inquiétante, comme s'il était imprégné de la souffrance des âmes des victimes. Sur celui-ci étaient soigneusement rangés les effets personnels des victimes disparues, des photos jaunies par le temps, des journaux intimes aux pages griffonnées de désespoir et de menues affaires autrefois portées avec soin par leurs propriétaires. Chaque élément semblait raconter une histoire de douleur et d'angoisse, confirmant nos soupçons selon lesquels des événements macabres se déroulaient toujours. C'est incroyable, marmonna Luc en passant la main dans les agendas, hésitant à en ouvrir un. La peur était dans ses yeux, mais il y avait aussi une curiosité morbide qui semblait irrésistible. Manon s'approcha, tenant un médaillon qui semblait briller d'une lumière qui lui était propre. Ces gens? Est-ce qu'ils ont vraiment été capturés par Margot? A demandé Manon, presque comme si elle attendait que quelqu'un lui dise que tout cela n'était qu'un cauchemar dont nous pourrions nous réveiller. Thierry, essayant de rester calme, prit un des journaux et se mit à le feuilleter. Les pages étaient pleines de rapports sur des disparitions récentes, corroborant les histoires contenues dans le vieux journal que nous avions trouvé dans la bibliothèque. Il parle d'une carte, dit-il, les yeux parcourant précipitamment les lignes. Une carte indiquant une sortie secrète. Nos cœurs semblaient tous bondir d'espoir en entendant cela. Un débouché. Peut-être qu'il y avait encore un moyen d'échapper à cet enfer. Thierry continuait sa lecture, ses doigts tremblant légèrement en tournant les pages. Mais, le chemin est bloqué par des pièges mortels. Des pièges, répéta Élodie, la voix remplie d'incrédulité. Comme si nous n'avions pas déjà assez de problèmes. Julien, toujours sceptique, croisa les bras et soupira. Bien sûr, parce que cela ressemble vraiment au genre d'endroit où des pièges mortels seraient posés. Ce n'est pas un film d'horreur, les gars. On ne peut rien exclure, répondit Luc d'une voix ferme. Nous devons trouver cette carte et voir par nous-mêmes. Alors que nous discutions, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange chez Manon. Elle était plus silencieuse que d'habitude, les yeux fixés sur un point lointain, marmonnant des mots inintelligibles. En m'approchant, je posai ma main sur son épaule. « Manon, ça va ?» Elle se tourna lentement, les yeux vitreux et l'expression lointaine. « Elle est là ?» murmura Manon, sa voix changée, presque méconnaissable. « Margot. Elle n'est jamais partie. »« De quoi parles-tu » demanda Thierry, l'inquiétude évidente sur son visage. Manon a commencé à parler dans des langues étranges, des sons qu'aucun de nous ne pouvait comprendre. C'était comme si elle était possédée par quelque chose ou par quelqu'un. Dans un moment de clarté, elle regarda directement Luc, les yeux remplis d'un mélange de peur et de connaissance. « Luc, Margot est attachée à toi. Elle veut que tu saches quelque chose d'important. »« C'est fou », s'est exclamé Julien en prenant du recul. « Nous devons sortir d'ici, maintenant. » Mais je savais que nous ne pouvions pas partir. Il se passait quelque chose de plus profond, quelque chose que nous devions comprendre avant d'essayer de nous échapper. « Manon, qu'est-ce que tu essaies de nous dire ?» ai-je demandé en essayant de rester calme. Elle ferma les yeux, comme si elle essayait de combattre quelque chose en elle. « Margot. Elle ne veut pas se venger. Elle veut être libre. Mais il y a un lien. Un lien avec l'un de nous. Nous nous sommes tous regardés, la tension dans l'air presque palpable. Qu'est-ce que cela signifie ? Demanda Luc, la voix vacillante. Avant que Manon ne puisse répondre, un son hurlant résonna dans la pièce, comme si quelque chose grattait les murs.
La silhouette sombre que nous avions vue auparavant réapparut, planant à l'entrée de la pièce secrète. L'air est devenu froid et nous nous sommes tous figés de peur. « Elle est là » murmura Manon, les yeux écarquillés de terreur. « Elle est là pour nous emmener. »« Nous devons sortir d'ici, maintenant » cria Élodie en tirant Thierry par le bras. Mais avant que nous puissions bouger, la silhouette sombre s'avança et la pièce fut remplie d'une obscurité oppressante. J'ai senti un froid intense traverser mon corps, comme si la mort elle-même nous enveloppait. Dans l'obscurité, j'entendais la voix de Margot, douce et mélancolique. « Tu ne peux pas fuir. Pas tant qu'elle n'est pas libérée. » Lorsque l'obscurité se dissipa enfin, la silhouette sombre avait disparu, mais la peur était toujours présente, plus forte que jamais. Manon était allongée sur le sol, les yeux fermés, la respiration difficile. Je me suis approché d'elle, essayant de la réveiller. « Manon, s'il te plaît, réveille-toi. » Elle ouvrit lentement les yeux, l'air confus et effrayé. « Ce qui s'est passé ? » « Tu étais possédé, expliquai-je, essayant de trouver les mots justes. Margot parlait à travers toi. Luc, toujours à la main un des journaux, nous regardait avec détermination. Nous devons trouver cette sortie secrète. C'est notre seule chance. Thierry trouva la carte dont il avait parlé plus tôt et la déplia sur l'autel. Le voici, dit-il en désignant un passage caché qui menait hors de l'école. Mais nous devons être prudents. Si les pièges mortels sont réels, toute erreur pourrait être fatale. Nous n'avons pas le choix, a répondu Élodie, la voix ferme. Allons-y. La carte en main, nous avons commencé à suivre les instructions, chacun de nous le cœur dans la bouche. La tension était palpable, et chaque son, chaque ombre semblait annonciateur de quelque chose de terrible. Nous avons emprunté un couloir étroit et faiblement éclairé, aux murs couverts de mousse et de toiles d'araignée. La carte dit que nous devrions tourner à gauche ici, murmure Thierry, les yeux fixés sur le papier. Mais attention au piège. Nous avançons prudemment, nos pas sont lents et calculés. Le silence n'était interrompu que par le bruit de nos respirations haletantes. Soudain, un étrange déclic résonna dans le couloir et, instinctivement, nous nous jetâmes tous à terre. Une série de lances métalliques émergeait des murs, passant à quelques centimètres de nos têtes. C'était proche, marmonna Julien, le visage pâle. Nous devons être plus prudents. Nous avons continué, chaque étape plus tendue que la précédente. Le couloir semblait s'étendre à l'infini, chaque tournant apportant de nouveaux dangers. Dans un moment d'inattention, une fosse s'ouvre sous les pieds d'Élodie, mais Thierry parvient à l'attraper à temps, l'attirant en arrière. « Merci, dit-elle, toujours tremblante de peur. J'ai failli mourir. »« Nous ne laisserons pas cela arriver, » répondis-je en essayant de la réconforter. « Nous sommes dans le même bateau. » Finalement, nous sommes arrivés à une porte en métal rouillé marquée d'étranges symboles anciens. « Cela devrait être la solution, » dit Luc en poussant la porte avec force. La porte grinça, s'ouvrant lentement pour révéler un tunnel sombre et humide. L'odeur de moisissure et de pourriture remplissait l'air, mais la vue d'une possible sortie nous a donné un nouvel encouragement. Nous avançons, l'espoir grandit à chaque pas. Mais soudain, Manon se mit à gémir, ses yeux révulsant alors qu'elle tombait à genoux. « Elle est encore là !» murmura-t-il, la voix déformée. « Manon, résiste !» J'ai crié en la saisissant par les épaules. Mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, elle s'est mise à parler une langue ancienne, les yeux fixés sur Luc. « Margot, elle est liée à toi, » dit Manon, sa voix désormais claire mais remplie d'une profonde tristesse. « Vous partagez le même sang. » Luc pâlit, les yeux écarquillés. « Que veux-tu dire ? » Margot est ton arrière-grand-mère, a révélé Manon, la voix pleine de douleur. Elle a été trahie et tuée ici, et son âme n'a jamais trouvé la paix. Elle veut que vous la libériez. Le choc nous a tous envahis. Luc, l'arrière-petit-fils de Margot ? Cela expliquait le lien qu'il ressentait avec tout cela, mais cela compliquait également encore plus notre situation. « Comment puis-je la libérer ?» demanda Luc, la voix tremblante. « Je ne sais pas, » a répondu Manon, les larmes coulant sur son visage. Mais elle a dit que le seul moyen de lever la malédiction était un sacrifice. Le silence remplit la pièce, chacun de nous prenant en compte la gravité de la situation. Luc, toujours sous le choc, nous regardait avec détermination. « Si c'est ce qu'il faut faire, alors je le ferai. »« Nous ne pouvons pas vous laisser faire ça, » dit Thierry d'une voix ferme. « Il doit y avoir un autre moyen. »« Nous n'avons pas le temps, » répondit Luc, la voix remplie de tristesse mais aussi d'acceptation. Tout s'écroulait autour de nous. La structure de l'école tremblait, comme si elle était sur le point de céder, et l'air était rempli d'une énergie sombre et oppressante. La peur était palpable, imprégnant chaque respiration, chaque regard échangé entre nous. Manon, qui montrait jusqu'alors des signes de possession, était désormais attachée à une chaise improvisée,
tandis que Thierry récitait, d'une voix tremblante et désespérée, le rituel d'exorcisme décrit dans le vieux journal. « S'il vous plaît, ça marche, s'il vous plaît. » murmura Manon, alternant sa voix et une autre, plus gutturale, qui semblait venir de bien au-delà de notre plan d'existence. Elle s'est tordue, les yeux révulsés, et nous l'avons tenue dans nos bras, essayant de l'empêcher de se blesser ou de blesser quelqu'un d'autre. Élodie tenait une bougie allumée, le visage pâle et tendu, tandis que Julien gardait un regard fixe et désespéré sur la porte, comme s'il espérait qu'à tout moment Margot apparaisse pour nous emmener une fois pour toutes. « Thierry, ça marche ?» ai-je demandé, ma voix se brisant de panique. Il ne répondit pas immédiatement, il continua simplement à réciter les paroles du rituel, maintenant plus fort et avec plus de conviction. Mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il était également incertain. Soudain, un vent glacial balaya la pièce, soufflant la bougie que tenait Élodie. L'obscurité nous a enveloppés et j'ai ressenti une présence glaciale et oppressante. La voix de Manon changea encore, parlant désormais une langue ancienne et inconnue, et je sus que Margot était là, avec nous. « Libérez-la !» j'ai crié, désespéré. « Margot, s'il te plaît, laisse-la partir. » Mais ensuite, une révélation m'a frappé avec la force de l'éclair. Je savais ce qu'il fallait faire. Quelque chose que j'avais jusqu'alors évité de m'avouer, mais qui me semblait désormais la seule solution possible. « Thierry, arrête !» ordonnai-je, interrompant son rituel. Il m'a regardé, confus, mais a obéi, sa voix se tut au milieu d'un mot. « Luc, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Julien, la confusion et la peur reflétées dans ses yeux. J'ai regardé chacun de mes amis, sentant le poids de ce que j'allais dire. Je suis l'arrière-petit-fils de Margot. C'est pourquoi tout cela arrive. La malédiction, elle ne peut être brisée que par un sacrifice volontaire. Je dois me sacrifier pour apaiser l'esprit de Margot. Le choc sur leur visage fut immédiat et écrasant. Non. Tu ne peux pas faire ça, s'écria Manon, désormais libérée de l'influence de Margot, les larmes coulant sur son visage. Il y a un autre moyen, il doit y en avoir. Mais je savais que non. Tout dans le journal, chaque indice que nous avions recueilli, pointait vers cette conclusion inévitable. La malédiction était liée au sang de Margot, et seul quelqu'un de son propre sang pouvait la libérer. « Luc, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu dis, » supplia Élodie, la voix tremblante. « Tu ne peux pas te sacrifier pour ça. »« Je n'ai pas d'autre choix, » répondis-je avec un calme que je ne ressentais pas. « Si je ne fais pas cela, nous mourrons tous ici, et la malédiction continuera, coûtant encore plus de vies innocentes. » Thierry a posé une main sur mon épaule, son visage étant un masque de douleur et de résignation. « Es-tu sûr ?» J'ai hoché la tête en prenant une profonde inspiration. « Oui. C'est le seul moyen. » Le groupe resta silencieux un moment, absorbant la gravité de la situation. Puis, sans plus de mots, nous avons commencé à préparer l'autel pour le sacrifice. L'école continuait de trembler, comme si elle en était à ses derniers instants, et nous savions que le temps était compté. Je m'allongeai sur l'autel, sentant la fraîcheur du marbre contre ma peau, et regardai les visages de mes amis pour la dernière fois. « Merci, » murmurai-je, la voix se brisant d'émotion. « Pour tout. » Ils hochèrent la tête, les larmes coulant sur leurs visages, et commencèrent à réciter les derniers mots du rituel. J'ai fermé les yeux, essayant de trouver la paix dans la décision que j'avais prise. Ensuite, j'ai senti une présence à côté de moi. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Margot, sous sa forme spectrale, planer au-dessus de moi. « Merci », murmura-t-elle, sa voix résonnant dans mon esprit. « Vous avez libéré tout le monde. » Sur ce, elle disparut et une lumière aveuglante remplit la pièce. J'ai senti un sentiment de chaleur et de paix m'envahir, puis tout est devenu sombre. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé sur le sol de la bibliothèque, avec les visages anxieux de mes amis autour de moi. La lumière du jour pénétrait à flots par les fenêtres brisées et j'ai réalisé que l'école était en ruine, mais nous étions en vie. Les sorties étaient ouvertes et nous pouvions entendre le bruit lointain des sirènes d'urgence. « Luc, ça va ?» demanda Manon en m'aidant à m'asseoir. « Je le suis », répondis-je avec un faible sourire. « Je pense que nous l'avons fait. » Thierry soupira de soulagement et Élodie se mit à pleurer de joie. Julien nous a aidés à nous relever et nous avons quitté l'école ensemble, laissant derrière nous cette nuit d'horreur. Dehors, nous avons rencontré des secouristes et des policiers qui nous ont inondés de questions. Nous avons raconté notre histoire, sachant que beaucoup ne le croiraient pas, mais cela n'avait pas d'importance. L'important était que la malédiction ait été brisée et que Margot soit enfin en paix. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à tout ce qui s'est passé. Je savais que cette expérience nous avait changés pour toujours,
mais elle nous avait également rapprochés d'une manière que peu de gens pouvaient comprendre. Nous avons affronté la terreur ensemble et en sommes sortis plus forts. Dans les jours qui suivirent, l'histoire se répandit et l'école fut définitivement fermée. La communauté était divisée entre ceux qui croyaient à une explication surnaturelle et ceux qui recherchaient des réponses rationnelles. Mais pour nous, la vérité était claire. « Luc, tu étais un héros », m'a dit un jour Julien, alors que nous nous retrouvions au café du coin, essayant de retrouver un semblant de normalité. « Je ne suis pas un héros », répondis-je en secouant la tête. « J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. » Thierry était d'accord. « Vous nous avez tous sauvés. Et maintenant, nous pouvons passer à autre chose. » Manon sourit en me prenant la main. « Tu es plus qu'un héros, Luc. Tu es une famille. Et nous t'en serons toujours reconnaissants. » J'ai regardé mes amis, ressentant un élan de gratitude et d'amour. Je savais que, malgré tout, nous avions trouvé quelque chose de précieux dans ces moments d'obscurité, un lien qui ne pourrait jamais être rompu. Ainsi, le poids du passé enfin libéré de nos épaules, nous avons commencé à reconstruire nos vies, déterminés à honorer la mémoire de Margot et à faire en sorte que personne d'autre ne subisse le même sort. L'école lyonnaise allait devenir une légende, un avertissement aux générations futures, mais pour nous, c'était un rappel du pouvoir de l'amitié, du sacrifice et du courage face à l'inconnu. Alors que nous nous levions pour quitter le café, Thierry se tourna vers moi, un air curieux sur le visage. « Luc, tu penses que Margot a enfin trouvé la paix ?» J'ai souri, ressentant un calme intérieur que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. « Oui, Thierry. Je pense qu'elle a enfin trouvé la paix. Et nous aussi. » C'est ainsi que nous sommes sortis au grand jour, prêts à affronter l'avenir, sachant qu'ensemble, nous pourrions tout surmonter.